Alors, bon matin tout le monde, bon lundi matin, bon lundi 19 octobre. Je vois qu'on est quelques personnes ce matin, d'autres vont sûrement se joindre à nous prochainement. Bonjour François. Bonjour, bonjour. Alors, je vais, euh, je vais vous proposer qu'on attende peut-être une minute ou deux, là, le temps que d'autres personnes se joignent à nous. Puis en attendant, bien, peut-être faire un petit refresh un peu sur les objectifs du programme. Comme je discutais avec plusieurs d'entre vous la semaine dernière. L'objectif du programme est de faire en sorte que vous soyez en mesure de créer une structure d'affaires qui va vous permettre de générer au minimum le 100 000 de chiffre d'affaires par année. On va justement jaser de structure d'affaires aujourd'hui. On va jaser également de la première rencontre qu'on peut avoir avec un client acheteur parce qu'on est encore dans les 4 premières semaines où on travaille principalement les acheteurs. Comme on l'a vu la semaine dernière, les acheteurs nous amènent à contacter des AVPP. Et puis, l'ouverture de la discussion avec un AVPP se fait beaucoup plus facilement lorsque on a un acheteur potentiel à leur présenter ou éventuellement à leur présenter. La semaine passée, vous aviez inscrit dans la plateforme des acheteurs déjà propriétaires, donc des gens qui vendent leur propriété par eux-mêmes, mais qui vendent dans le but de faire un achat futur. Et puis, l'approche était la même ou sensiblement la même. On appelle l'AVPP dans le but de voir s'ils nous permettent de présenter leur propriété à des acheteurs éventuels. Par la suite, on pose des questions de manière à connaître le projet des gens. Et de cette façon, bien évidemment, on est en mesure de s'associer au projet davantage que de s'associer juste à la vente de la propriété ou à l'achat de la future propriété. Alors, la semaine dernière, c'est ce qu'on regardait. La semaine dernière, j'ai mis la barre haute un peu en vous disant quels étaient les objectifs du programme également. Je vous présentais que de notre côté, ce programme mis en action a été préparé, pensé dans le but d'y inclure des objectifs éducatifs, bien sûr, mais aussi des objectifs de performance et des objectifs de réalisation. Après quelques semaines, je me rendais compte que les objectifs de performance ou de réalisation n'étaient pas nécessairement accomplis pour chacun. Et ça me questionnait un peu. Donc, je devais faire une petite tournée parmi vous. Alors, j'ai parlé à plusieurs d'entre vous. La situation qui se produit, c'est qu'il y a des gens qui ont eu leur permis dernièrement, il y a 2 semaines, 3 semaines, et qui sont déjà en action avec plusieurs personnes. Je parlais avec une de vos collègues qui nous disait avoir une douzaine de personnes avec qui elle travaille actuellement, une douzaine d'acheteurs proviennent là, de son réseau. Et puis, la première petite campagne d'information qu'elle a fait là, dans son réseau. Alors, c'est énorme. Et puis, évidemment, si tu as 12 personnes avec qui tu travailles à l'heure actuelle, bien que ces gens-là soient des acheteurs et peut-être pas des acheteurs nécessairement de catégorie A, on va dire ça de cette façon-là, donc des acheteurs sérieux qui ont un projet réaliste et réalisable et qui savent comment fonctionne l'industrie du courtage immobilier, qui veulent faire affaire avec un courtier immobilier, puis qui ont un projet assez urgent. C'est ça, un acheteur de catégorie A. Là. Bien que ce ne soit pas nécessairement 12 acheteurs de catégorie A, elle a quand même du travail à faire avec ces gens-là qui sont plus sérieux. Et de cette façon, bien, ça devient un peu difficile, de faire l'ensemble des tâches qui sont présentées à elle. Et puis, cette personne-là me disait, à l'heure actuelle, je n'ai pas le temps. Alors, la semaine prochaine, on va parler de gestion de temps. Aujourd'hui, on va parler plus de qualification acheteur parce qu'elle rencontre des clients acheteurs. Et on reviendra sur l'aspect temps. Sauf que ce qu'on a conclu, c'est que c'est peut-être un peu moins important pour cette personne-là de réaliser les objectifs de performance qui sont présentés dans le programme Mise en action chaque semaine, étant donné qu'elle est déjà en action et que probablement que sa structure d'affaires pour faire un minimum de 100 000 de chiffre d'affaires par année sera quand même atteinte une fois qu'on sera rendu à la fin du programme, soit le 15 décembre. Alors, suite à ça, j'en avais parlé avec François. François, il dit, ça a plein d'allure. Alors, on est là pour mettre les gens en action. Alors, si les gens sont en action, il faut peut-être être un peu moins exigeant là, sur les objectifs de performance. Et puis, ça nous amène à peut-être amener le programme d'une façon un peu différente. Ce qui fait que je vais vous emmener sur ce qu'on a préparé pour vous ce matin dans l'atelier 3. Je vais faire un partage d'écran
puis, je vais partager l'écran en deux, share. Alors, logiquement, vous devriez voir à l'heure actuelle un PowerPoint. Est-ce que je me trompe? Non, non, c'est ça. C'est bon. Alors, c'est toujours inquiétant dans mon cas quand je fais un partage d'écran parce que je vais finir par m'y habituer. Alors, on parle d'Atelier 3 aujourd'hui. Ce qu'on va discuter dans le programme aujourd'hui, les modifications au programme, je vous en parle dans quelques minutes. On va regarder comment est-ce qu'on développe une structure d'affaires. C'est quoi une structure d'affaires et qu'est-ce qu'on a besoin d'y retrouver à l'intérieur pour faire un minimum de 100 000 de chiffre d'affaires. On va parler également de qualification d'un client acheteur, c'est-à-dire la première rencontre avec un client acheteur, puis vous allez avoir accès à un document qui va vous permettre de bien planifier cette rencontre. Que vous soyez nouveau dans l'industrie ou vous ayez 10 ans d'expérience, il y a des questions que vous devez poser à vos acheteurs pour déterminer si c'est un acheteur de catégorie A ou si c'est un acheteur de catégorie B ou C même. Alors, on va jaser de ça tout à l'heure. On va faire un transfert sur la plateforme pour voir comment on fait évoluer les clients potentiels de l'onglet prospect vers l'onglet transaction. C'est des gens qui ont déjà des clients avec qui ils travaillent. La première rencontre est faite et puis il y a une entente de travail avec des acheteurs, même avec des vendeurs. Alors, il faut savoir comment on fait progresser le client de l'onglet prospect à l'onglet transaction. Et on va parler d'objectifs de performance de la semaine. Alors, comme je l'ai mentionné en début d'entrevue, en début d'atelier, c'est-à-dire, les objectifs hebdomadaires de performance ne seront plus obligatoires pour ceux et celles qui ont déjà des clients à rencontrer. Alors, si vous avez des clients rencontrés, tout à l'heure, vous allez voir comment les entrer dans la section transactions. Et dès l'instant où vous avez des clients dans la section transactions, bien, les objectifs hebdomadaires seront moins suivis. Il en demeure pas moins qu'il faut être bien conscient que vous êtes en affaires, vous vendez des services. Et puis, il est très possible qu'à l'heure actuelle, vous soyez dans une situation très occupée, mais que peut-être que dans un mois et demi ou 2 mois, ça sera différent. Alors, c'est important de comprendre que vous devez toujours avoir une structure de vente préparée, organisée et suivie de manière à ne jamais manquer de clients. C'est la priorité en immobilier. Si vous êtes face à des clients chaque semaine, vous allez avoir beaucoup de succès en immobilier. Vous allez trouver que la profession, c'est probablement la plus belle profession au monde. Par contre, si vous avez de la difficulté à vous asseoir devant des clients, bien, ça devient très compliqué et là, ce n'est pas nécessairement la plus belle profession au monde. Alors, on va laisser passer un peu les objectifs de performance si vous avez déjà des clients rencontrés, mais ce qu'on veut au final, le 15 décembre, c'est que vous ayez une structure d'affaires qui vous permette d'atteindre 100 000 et on a marqué 100 ici, il manque un cas pour 100 000. Ça doit être atteint, cette structure-là, au 15 décembre. Alors, d'ici le 15 décembre, on a à créer cette structure-là. Comment ça se crée une structure? Et vous vous rappelez dans le pipeline prospect, ce que je vous disais en début d'atelier, il faut toujours avoir au minimum 25 clients qui sont au stade identifié. Ça peut être des gens qui vendent leur maison par eux-mêmes dans votre territoire. Ça peut être des acheteurs de première résidence. Ça peut être des gens qui vendent par eux-mêmes, mais qui ont un projet d'achat et vous les avez approchés par le projet d'achat. En tout cas, bref, vous avez besoin d'avoir un minimum de 25 personnes à contacter. Ces gens-là sont juste au stade de l'identification, ils n'ont pas été contactés encore. Alors, vous allez en contacter chaque semaine. Si vous en contactez 10 cette semaine, il vous en reste 15 au stade identifié si vous êtes parti avec 25. Alors, il faut en chercher d'autres pour maintenir ce 25-là en place. Et à force de contacter des gens, vous allez ouvrir des discussions. Les discussions s'ouvrent facilement. J'ai parlé avec, encore, comme je le disais tout à l'heure, avec plusieurs d'entre vous. Puis, le scénario d'approche, en disant, est-ce que vous me permettez de présenter votre propriété à un acheteur potentiel, ça fonctionne. Alors, les discussions s'ouvrent facilement. Ce que vous devriez avoir, c'est une douzaine de clients avec qui vous avez une discussion d'ouvert. Et ça aussi, il faut maintenir ça en continu. La progression, c'est-à-dire l'évolution de la relation avec ces clients-là que le contact initial a été fait, va vous amener à être en contact interactif. Vous allez connaître le projet, puis vous allez échanger. Puis dès l'instant où vous connaissez le projet, vous êtes tout prêt d'avoir un rendez-vous. Un rendez-vous pour aller discuter du projet immobilier. Alors, rappelons-nous, le pipeline prospect, ça devrait être de cette façon-là. Et bien que vous n'ayez, si vous avez des clients avec qui vous travaillez là-dessus, vous n'ayez pas à avoir, on va être moins
disons, exigeant sur les objectifs de performance, rappelez-vous que ça, c'est un minimum à avoir dans votre structure d'affaires pour être confortable en immobilier. C'est un minimum à avoir. Alors, même si ça va très bien à l'heure actuelle, rappelez-vous que vous devez atteindre ce minimum-là et à un certain moment donné. Et puis, vous allez peut-être prendre quelques semaines pour y arriver, peut-être un mois pour y arriver, mais au 15 décembre, on devrait être dans cette situation-là. Vous devriez avoir 25 clients minimum au stade identifié, une douzaine de clients en développement. Et parmi les 12 en développement, il y en a 4 qui sont beaucoup plus près d'un rendez-vous. C'est un contact interactif, donc ils vous donnent de l'information. Et ça devrait vous amener à avoir un minimum de 2 rendez-vous par semaine. C'est ça qui est le travail à faire. Maintenant, quel genre de structure d'affaires on a besoin pour aller générer 100 000 de chiffre d'affaires par année? Alors, premièrement, combien de transactions sont nécessaires pour réaliser un chiffre d'affaires de 100 000 par année? L'équation est assez simple. On va prendre le chiffre d'affaires visé, puis on va le diviser par le chiffre d'affaires moyen par transaction. Par exemple, si je veux faire 100 000 de chiffre d'affaires, puis que j'accompagne un acheteur ou que j'accompagne un vendeur, je vais faire un minimum de 6 000 de chiffre d'affaires. Et on dit par côté de transaction. Alors, dans ce cas-là, ça me prendrait dans l'année 16 à 17 transactions. C'est-à-dire que 17 multiplié par 6, ça me donne 102 000. J'arrive à mon 100 000 de chiffre d'affaires si je fais 17 transactions dans l'année. Certaines transactions vont m'emmener peut-être un chiffre d'affaires de 8 000, d'autres vont peut-être m'emmener de 4 000, mais la moyenne étant à 6 000, je devrais être en mesure d'aller chercher mon 100 000 de chiffre d'affaires si je réalise 17 transactions dans l'année. Maintenant, il y a une structure d'affaires qu'on doit bâtir et qu'on doit maintenir en continu. C'est ça qui est le point principal à comprendre ici. Pour arriver à savoir le nombre de clients que je dois avoir en continu pour faire 100 000 de chiffre d'affaires par année, et je vais devoir analyser quel est le délai de vente, quel est le délai, dis-je, de vente moyen par transaction. Le délai de vente joue un rôle très important dans l'analyse de la structure minimale requise, et voici pourquoi. Alors, supposons que je maintienne 6 inscriptions en continu. C'est-à-dire que lorsque je vends une inscription, j'en ai une nouvelle qui arrive. Donc, j'ai toujours 6 inscriptions en continu parce que j'ai une structure d'affaires qui me permet de rencontrer des clients chaque semaine et je suis capable de maintenir mes 6 inscriptions en continu. Alors, supposons maintenant que le délai de vente est à 120 jours. Pour réaliser une transaction immobilière dans mon territoire, là, ça prend environ 120 jours. On parle ici de 4 mois. Et ça veut dire que je réaliserais en fait 18 ventes sur une période d'un an. Prenons l'exemple suivant. Aujourd'hui, j'ai 6 inscriptions. Toutes les fois que j'en vends une, j'en ai une nouvelle qui s'ajoute. Ça veut dire que dans 120 jours, je vais avoir vendu 6 propriétés, mais je vais avoir encore 6 propriétés à vendre parce qu'il y en a une qui s'ajoute à chaque fois que j'en vends une. Donc, dans une période d'un an, de 360 jours, c'est 365 jours, on les a fait les 5 jours, on va dire que vous les prenez en congé. Mais dans 360 jours, vous avez 3 périodes de 120 jours. Fait 3 périodes multipliées par 6 ventes, ça nous donnerait 18 ventes dans l'année. Alors, avec 18 ventes à 6 000 je suis déjà au-dessus de mon objectif. Ça veut dire que si je fais 6 000 de chiffre d'affaires par transaction, c'est-à-dire que si je fais 6 transactions par période, excusez-moi, et qu'il y a 120 jours de délai pour la vente, bien, je vais faire 18 transactions dans l'année. Si je fais 6 000 de chiffre d'affaires par transaction, 6 fois 8, 48, donc ça me donne 108 000 de chiffre d'affaires. On va aller voir maintenant un autre exemple. Supposons que le délai de vente était à 180 jours. Alors, si j'ai le même 6 inscriptions en continu, mais que cette fois-ci, ça me prend 180 jours pour les vendre, bien, ça veut dire que j'ai 6 inscriptions aujourd'hui. Dans 6 mois, je devrais en avoir 180 jours, c'est 6 mois. Je devrais en avoir vendu 6, mais je devrais en avoir encore 6 parce que je vais en chercher une à toutes les fois que j'en vends une. Bien, ça signifierait que je réaliserai 12 ventes dans l'année parce qu'il y a 2 périodes de 180 jours dans l'année. Donc, plus le délai est long, plus j'ai besoin d'avoir d'inscriptions pour arriver au même chiffre d'affaires. À l'inverse, plus le délai est court, et moi, j'ai besoin d'une structure d'affaires élevée pour aller chercher le chiffre d'affaires voulu. J'ai regardé les statistiques à Saint-Jérôme. Alors, Saint-Jérôme, dans l'unifamilial, bon, ici, c'est vraiment impressionnant. Là. Dans le dernier trimestre,
il y a eu une augmentation de 85 des ventes. Dans le dernier trimestre, c'est le troisième trimestre, là. Alors, c'est le trimestre qui est terminé là, à la fin septembre. On a une augmentation dans ce trimestre-là de 85 des ventes dans l'unifamilial, dans la copropriété, une augmentation de 83 des ventes. Et si on regarde sur 4 trimestres, c'est une augmentation quand même de 22 pour l'unifamilial. En termes de vente, une augmentation de 18 pour ce qui est des condos. Bien sûr, quand il y a une demande extrêmement forte comme celle-là et qui favorise un marché de vendeurs, évidemment, les inscriptions sont plus difficiles à aller chercher. Et puis, le prix médian, bien, lui, va avoir une tendance à la hausse. Alors, dans le dernier trimestre, on prend une augmentation par rapport au troisième trimestre de 2019. On parle d'une augmentation de 25 du prix médian des propriétés unifamiliales, une augmentation de 21 du prix médian des copropriétés. C'est exceptionnel. C'est un marché qui n'a pas été vu, en tout cas, du moins, moi, pour ma part, je n'ai pas vu ça. C'est sûr que ça amène des diminutions à deux niveaux. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, c'est ce qui fait que le marché est difficile à l'heure actuelle et que ça favorise, bien sûr, l'arrivée de plusieurs promesses d'achat sur une propriété. Lorsque vous mettez une propriété sur le marché, définitivement, vous allez aller chercher probablement que la propriété va se vendre en offres multiples. Alors, du moins, c'est très possible. Et puis, ça a un impact majeur sur les délais de vente. Alors, si on regarde dans l'unifamilial, le délai de vente moyen dans le troisième trimestre a diminué de 2 jours. Alors, ça veut dire qu'on était dans un beau marché quand même l'an passé, en 2019, pour l'unifamilial. Sur 4 trimestres, donc sur une période d'un an, on parle de diminution du délai de vente de 2 jours également à 101 jours. Ça prend 100 jours pour vendre une unifamiliale. Excusez-moi. Puis ça prend 97 jours pour vendre un condo. Mais regardez que le condo, le délai de vente a diminué de 40 jours sur une période d'un an, 47 jours dans le dernier trimestre. Ça veut dire que c'est énorme. On est passé de 130 jours pour vendre un condo à 97 jours. Donc, on peut dire qu'à Saint-Jérôme, dans l'ensemble, le délai de vente moyen, unifamilial ou condo, c'est environ 100 jours. Si j'analyse cet élément-là, puis je regarde les prix médians, on parle de prix médian dans l'unifamilial à plus de 300 000, puis dans le prix médian, dans le condo, on est à 217 000, 220 000, on va dire. Pour ça, ça se compte bien. Alors, si je travaille avec 5 de chiffre d'affaires, c'est 7 500 par côté de transaction que j'irai chercher dans l'unifamilial. Et à 5 de chiffre d'affaires à 220 000, c'est 11 000 que j'irai chercher, c'est-à-dire 11 000, 5 500 là, dans le condo. 220 000 à 5 ça devrait me donner 11 000 de rétribution globale. J'en donne la moitié à la collaboration, donc il me reste 5 500. Et puis, il me reste 7 500 dans l'unifamilial. Évidemment, là, on a presque 80 000 de différence de prix. Ça veut dire qu'à Saint-Jérôme, si je maintiens 5 clients en continu, c'est-à-dire que lorsque je réalise une transaction avec un client acheteur ou un client vendeur, c'est la même affaire, on parle par côté de transaction, j'en ai un nouveau qui s'ajoute. Comme le délai de vente est à 100 jours, ceci signifie que je ferai 17 à 18 transactions sur une période d'un an. Alors, pour faire 100 000 à Saint-Jérôme, ce qu'on veut, au 15 décembre, c'est que vous ayez 5 clients. 5 clients qui sont quand même des clients sérieux dans leur projet, qui sont capables de réaliser leur projet. Il y a une certaine forme d'urgence. Vous travaillez avec des clients qui veulent que ça se produise, la transaction immobilière, là, alors que c'est important. Et puis, vous travaillez avec des gens, évidemment, là, qui ont conclu une entente avec vous. Donc, ils savent comment ça fonctionne, l'industrie du courtage immobilier. Puis, ils ont décidé de vous choisir comme courtier immobilier. C'est ça qu'on veut que vous ayez atteint au 15 décembre. 5 clients avec qui vous continuez, des clients avec qui vous avez une entente, soit un contrat de courtage d'achat ou soit un contrat de courtage-vente. Les clients qui vous engagent, on va prendre une expression de mon coin, là, qui vous engagent sur la gueule, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts à vous signer d'entente. Les clients acheteurs, par exemple, qui ne sont pas prêts à vous signer d'entente, c'est des clients tout de suite qu'on catégorise dans la catégorie B, voire même C. Les clients de catégorie A, les clients qui
sont sérieux, qui ont un projet réalisable et qui veulent travailler avec un courtier immobilier, ces gens-là, on va avoir un contrat de courtage achat avec eux. Maintenant, on va regarder comment ça procède. Vous savez, dans le processus, pour arriver à avoir 5 clients, on a vu déjà que à ce jour, là, vous travaillez avec des acheteurs d'une première résidence ou des acheteurs déjà propriétaires. L'idée, c'est de l'identifier 25, c'est-à-dire 25 au stade identifié, vous ne les avez pas contactés encore. Vous faites un contact initial. Par la suite, vous développez la relation dans le but d'aller chercher 12 dossiers ouverts en continu qui vont vous amener à avoir environ 2 rendez-vous par semaine. C'est un processus. Si au départ, vous n'avez pas 25 clients potentiels, ça va être difficile d'aller ouvrir 12 dossiers. Puis si vous n'avez pas de 12 dossiers ouverts, vous n'aurez pas des rendez-vous chaque semaine. Vous savez, l'époque où on prenait le téléphone, on appelait quelqu'un, on disait « Hey, je vais te voir, tu mets ta maison en vente, je vais aller te présenter mes services. » Ça fonctionne encore, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gens veulent mettre un peu de temps entre le contact initial et l'obtention des rendez-vous. Alors, on va bâtir ensemble ce funnel-là, ces étapes-là, mais au final, il faut que vous ayez des rendez-vous. Lorsque vous avez un rendez-vous, bien, la première étape que vous avez à faire, que ce soit qu'un client vendeur ou un client acheteur, ce n'est pas d'aller présenter vos services, c'est d'aller poser des questions. Vous devez savoir si, quand vous rencontrez un client, puis là, présentement, on est avec les clients acheteurs, on va voir un peu plus tard avec les clients vendeurs comment ça se produit, mais avec les clients acheteurs, vous avez 4 objectifs. C'est à 2 fois que je l'explique, et je vais vous l'expliquer une troisième fois ici, vous le décrire plutôt une troisième fois ici. Les 4 objectifs sont de découvrir si le projet est sérieux. Si vous êtes nouveau dans l'immobilier, ça se peut que vous ayez dans votre entourage des gens qui vous disent « Hey, si tu me trouves un deal là, à peu près 1 heure de Montréal, là, je serai peut-être acheteur de ça. » Ces personnes-là ne sont pas nécessairement des gens sérieux. Ils sont là pour vous démontrer là, que s'ils vous disent un discours semblable, pour vous démontrer que si un jour ils achètent quelque chose, probablement qu'ils passeraient par vos services, mais il n'y a pas véritablement de sérieux. Les gens qui vous disent, nous, on a vendu notre propriété et puis la prise de possession est le 1er avril, alors il faut absolument qu'on ait trouvé une propriété le 1er avril. Ce sont des gens qui sont probablement beaucoup plus sérieux. Et probablement que ces gens-là, les derniers que je viens de vous décrire, ils ont un projet qui est réalisable aussi. Alors que les gens qui sont moins sérieux, souvent, ont des projets qui sont plus ou moins réalistes ou plus ou moins réalisables. Il faut découvrir là, si les gens sont sérieux, s'ils ont un projet réalisable. Est-ce qu'il y a une certaine forme d'urgence dans le projet? Dans celui qui vous dit, est-ce que tu me trouves un deal à 1 heure de Montréal, il n'y a pas vraiment d'urgence dans son projet. Si vous travaillez et vous mettez vos heures chaque semaine à essayer de trouver une propriété pour ce client qui est plus ou moins sérieux, vous allez probablement perdre votre temps. C'est très possible. Je peux vous raconter l'expérience d'une courtière dans la région de Québec qui a travaillé 1 an avec quelqu'un qui avait les moyens de réaliser un projet. Il semblait sérieux au départ, mais finalement, 1 an plus tard, il n'avait pas acheté encore. Donc, ne pouvant pas l'aider dans son projet d'achat, elle a transféré sa client à son conjoint, qui lui aussi était courtier immobilier. Et puis, ça n'a pas été long, ça a pris l'équivalent de 2 semaines et le client acheteur s'est retiré. Finalement, il y avait peut-être plus d'intérêt pour la courtière que pour acheter une propriété. Alors, c'est important de se rendre compte du désir des gens. Est-ce que les gens veulent vraiment réaliser une transaction immobilière? Est-ce qu'ils sont capables de la réaliser? Est-ce qu'il y a une certaine forme d'urgence? Puis, en dernier lieu, est-ce qu'ils savent comment ça fonctionne, l'industrie du courtage immobilier? Puis, est-ce qu'ils veulent travailler avec un courtier immobilier? Vous avez des gens, des acheteurs qui disent moi, je ne travaillerai pas avec un courtier immobilier parce que quand j'achète par l'entremise d'un courtier immobilier, ça me coûte plus cher. Il y a toutes sortes de fausses interprétations sur le travail d'un courtier immobilier dans un projet d'achat. Il y a des gens qui vont dire à des courtiers immobiliers, puis certains me l'ont affirmé là, dans les dernières rencontres que j'ai eues avec vos collègues. Et certains disent, moi, je travaille avec un courtier immobilier, il n'y a pas question que je paye aucune rétribution là-dedans. Et alors, ils ne reconnaissent pas le travail du courtier à sa juste valeur dans le cas d'un processus d'achat. Ils sont prêts à travailler avec un courtier immobilier dans l'hôtel, ça ne coûte rien. Alors, irez voir votre dentiste, appelez-le, et dites-lui, moi, je serais prêt à me faire à avoir les services d'un dentiste dans la mesure où ça ne me coûte rien. Vous êtes dans le service et puis vos services sont monnayables. Vous ne travaillez pas gratuitement, vous ne travaillez pas sans entendre, ce n'est pas la façon de faire des affaires. Peut-être que c'est plus facile
d'avoir un oui d'un client lorsque on n'a rien à signer. Si je dis au client, tu vas travailler avec moi, il va dire, ben oui, je vais travailler avec toi. OK, ben, si tu veux travailler avec moi, on va signer quelque chose, là, ça devient plus difficile. Alors, il faut avoir une méthode pour présenter, aller chercher l'information d'une part, présenter nos services et les honoraires. Et c'est sur ce sur quoi on va travailler dans quelques secondes. Alors, je vous transfère sur la plateforme. Je vais effacer ça, puis je vais aller chercher un document Word. Et je vous emmène sur un document que vous allez pouvoir retrouver sur la plateforme. Donnez-moi 2 secondes. C'est un document qu'on appelle Projet de recherche de propriété. Alors, logiquement, vous devriez voir le document. Si quelqu'un peut me confirmer là, que vous voyez le document où c'est inscrit Gérard Morissette. Là. Eh oh! Oui, on le voit. OK, merci. Alors, c'est un document qui a été monté, il est accessible dans la plateforme, mais c'est un document Word, donc vous pouvez modifier toutes les informations qu'il y a à l'intérieur, changer le nom, Gérard Morissette, bien sûr, pour votre nom. Et puis, on va aller voir ensemble à quoi ça consiste. Donc, c'est un projet de recherche de propriété. C'est un document qu'on va utiliser avec les acheteurs lors de la première rencontre. On parle d'un questionnaire préliminaire. Et là, vous allez le présenter. Vous avez juste à cliquer pour insérer le nom de la personne et insérer la date. Vous avez une petite fiche qui vous donne accès à un calendrier. 19 octobre, parfait. Et là, en bas de page, vous avez vos coordonnées qui peuvent être changées également. Là. Et je vous indiquerai comment le faire si vous ne savez pas. En fait, quand vous êtes dans Word, vous avez juste à cliquer 2 fois dans le bas de page. Ça ouvre le bas de page. Pour le fermer, vous cliquez 2 fois en dehors du bas de page et vous allez revenir au document tout en conservant les informations que vous aurez insérées dans le document de bas de page. L'objectif de la rencontre, quand vous avez quelqu'un qui désire travailler avec vous pour un projet d'achat, l'idéal, c'est de suggérer à cette personne-là de vous asseoir pour discuter du projet d'achat. Si les gens ne sont pas d'accord à s'asseoir avec vous pour discuter de leur projet d'achat, qui n'ont pas le temps de le faire, définitivement, il y a un son de cloche là, qui vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui accroche à l'intérieur de ce projet-là. Fait que toutes les fois qu'un acheteur veut travailler avec vous, donnez-lui un rendez-vous à cet acheteur-là, peut-être au bureau, allez le rencontrer. On sait que c'est plus difficile à l'heure actuelle là, de faire des rencontres. Les gens sont moins intéressés là, à se rapprocher de d'autres personnes, mais il y a quand même la possibilité de faire une rencontre par des plateformes comme Zoom, puis expliquer quel est l'objectif de cette première rencontre. L'objectif de cette première rencontre, c'est inscrit ici, c'est pourquoi nous vous proposons de prendre quelques instants pour mieux comprendre les implications relatives à l'achat d'une propriété, votre rôle en tant qu'acheteur et vos responsabilités. Aussi, dans un souci de bien répondre à vos besoins, je vais vous questionner sur vos objectifs personnels, les motivations qui caractérisent votre projet, de manière à vous, de plus nous mettrons en perspective les éléments qui vous sont importants, de manière à trouver une propriété qui répond parfaitement à vos désirs. En fait, c'est principalement ça qui est le point important de la rencontre. On veut savoir qu'est-ce qui est important pour les gens de manière à trouver la bonne propriété. On va prendre également le temps de bien définir le rôle d'un courtier immobilier dans un processus d'achat, ceci de manière à vous permettre de choisir votre scénario d'achat en disposant de tous les éléments essentiels à une prise de décision éclairée. Bien sûr, vous ne lisez pas ça, vous allez traduire ça dans vos mots. Il y a 2 objectifs. On veut déterminer ce que le client veut, puis on veut préciser notre rôle, nos attentes, et voir comment le client voit ça. Si le client n'est pas prêt à travailler avec vous, c'est peut-être qu'il ne comprend pas ce que vous faites pour lui. C'est peut-être qu'il y a une fausse perception de l'industrie du courtage immobilier. Et parce que dans mon esprit à moi, il n'y a personne qui devrait acheter une propriété au Québec sans passer par les services d'un courtier immobilier. On en a parlé la semaine dernière. 80 des propriétés au Québec sont vendues par les courtiers. Donc, il y a 8 chances sur 10 que votre acheteur achète une propriété qui est déjà mise en vente par un courtier qui, lui, a réservé de l'argent pour payer vos honoraires. Alors, dans ce cas-là, dans 8 fois sur 10, il n'y a pas de frais attachés à vos services pour l'acheteur. Dans 8 cas sur 10. Dans les 2 autres cas sur 10, on aura la possibilité d'insérer la rétribution prévue au contrat d'achat, contrat de courtage d'achat. On aura la possibilité de l'insérer dans la promesse d'achat de manière à la faire financer ou la négocier en partie avec le client vendeur.
Alors, dans la majeure partie des cas, il n'y a pas de frais rattachés à vos services parce que la loi est ainsi faite que le courtier inscripteur doit réserver une portion de la rétribution pour la collaboration. De ce fait, bien, vous êtes payé en 80 des cas par le courtier inscripteur, par l'entreprise qui engage le courtier inscripteur, l'agence qui engage le courtier inscripteur, mais bref, vous avez de l'argent qui provient de l'inscription et vous n'avez pas à charger d'argent à celui que vous représentez. Alors, c'est une chance inouïe pour l'acheteur de pouvoir prendre vos services sans avoir à débourser d'argent, ou presque, dans la majeure partie des cas. Maintenant, allons plus loin et commençons à regarder ce qu'on a besoin d'avoir comme information. La première page, disons que c'est des données statiques qu'on va avoir. Le nom du client, 1, puis le client 2. Ce n'est pas parce que vous rencontrez seulement qu'une personne qu'il n'y a pas 2 personnes impliquées dans le projet d'achat. Alors ici, vous aurez la possibilité de le préciser. Vous avez les données de la personne et moment est ici, là, on parle de numéro de téléphone, client 1, client 2, les courriels. Puis quel est le meilleur moment pour... Donnez-moi un instant. Meilleur moment convenu pour entrer en communication avec les gens. Voilà. Alors, vous savez, aujourd'hui, il y a des clients qui vont préférer être contactés par texto, par Messenger, d'autres vont dire par courriel, d'autres vont dire par téléphone. Alors, c'est pour ça qu'on vient préciser cette information-là aujourd'hui. Comme je disais, c'est des données statiques, ça n'a pas d'importance dans le projet d'achat. Ici, dans les particularités de la situation, on parle de caractéristiques, description, puis un code. Alors, si c'est des gens que vous connaissez, c'est moins important. Vous êtes capable de décrire un peu leur famille, les carrières des acheteurs, est-ce que les loisirs sont une priorité pour eux et quelles sont leurs passions. L'idée là-dedans, c'est de déterminer quel est le secteur d'activité qui est prioritaire. Ça va vous donner un coup de main pour déterminer les éléments là, essentiels là, dans la propriété que ces gens-là vont acheter par la suite. Alors, vous pourriez inscrire ici 2 enfants et vous pourriez dire que la famille, c'est le code prioritaire. Par contre, vous allez peut-être rencontrer des gens, à un moment donné, qui vont vous dire, nous, de notre côté, à discuter avec eux, on se rend compte qu'ils ne parlent que de leur travail et puis de leur profession ou de leur carrière et ainsi de suite. Donc, on a affaire à des carriéristes. Ça ne fait pas des gens qui ne s'occupent pas de leur famille, mais leur priorité, c'est la carrière. Alors, peut-être que la propriété va devoir inclure un espace pour le travail à la maison, le télétravail et tout ça. Ça fait qu'ici, on vient chercher quelques éléments et ces éléments-là vont nous permettre de pouvoir associer un type de propriété éventuellement, peut-être, mais l'élément principal ici des caractéristiques qu'on veut prendre en note, c'est pour maintenir la relation puis faire évoluer cette relation-là. Quand vous appelez quelqu'un puis vous posez des questions sur le secteur qui est prioritaire, bien, ça vient bien sûr démontrer votre intérêt pour les clients. Ça vient démontrer aux clients aussi que vous vous préoccupez vraiment là, de leur situation et que vous avez pris en main les informations essentielles pour donner un bon service. Voilà un peu là, la façon d'ouvrir la discussion. On prend des données. Un instant, là, je vais replacer le document. Voilà. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de la propriété recherchée? Donc, la première page, ce n'est pas la page la plus importante, c'est une page où on prend les données, où on prend quelques informations sur les gens qui vont acheter. La deuxième page est un peu plus importante. Est-ce qu'il y a un secteur prioritaire, puis est-ce qu'il y a un secteur secondaire? Dans quel secteur est-ce que vous voulez acheter votre propriété ou dans quelle ville? Et puis, souvent, les gens vont vous dire, bien, on aimerait, par exemple, ici dans la région de Québec, les gens pourraient peut-être vous dire, en priorité, on aimerait être à Sainte-Foy, mais en deuxième lieu, si on ne trouve pas à Sainte-Foy, on est prêt à aller à Charlebourg, par exemple. Bien, entre Sainte-Foy et Charlebourg, il y a 15 kilomètres. Il faut savoir comment ça, Sainte-Foy ou Charlebourg. Ça nous amène à poser des questions complémentaires. Et ça, c'est un cas vécu, c'était la réalité. Les gens disaient, on aimerait acheter à Sainte-Foy, mais si c'est trop cher à Sainte-Foy et qu'on n'est pas en mesure d'acheter, on est prêt à aller à Charlebourg parce qu'à Charlebourg, il y a une des 2 personnes dans le couple qui travaillait à Charlebourg. Ça leur permettait, pour un des 2, de se rapprocher du travail. Quand avez-vous débuté vos recherches? Cette question-là est extrêmement importante pour plusieurs raisons. Premièrement, si les gens vous disent
On débute nos recherches à l'heure actuelle. Excusez-moi, là, je pense qu'il y a un camion à côté de ma fenêtre. Un train, un bruit incroyable. Il devrait passer. Bon, voilà. Alors, quand avez-vous débuté vos recherches? La personne vous dit on débute nos recherches, c'est excellent parce que vous allez pouvoir amorcer le processus de recherche avec eux. Si la personne vous dit ça fait un mois qu'on cherche, oups, là, on a une autre situation. Et là, c'est vraiment important d'aller à la question suivante. Quelle est la méthode de recherche que vous utilisez? Parce que vous avez besoin de savoir si ces gens-là travaillent avec un autre courtier déjà. Vous avez besoin de savoir si ces gens-là magasinent leur propriété sur du proprio ou s'ils magasinent seulement sur Centris. Et s'ils magasinent sur du proprio, ça vous oblige à faire ce travail-là, vous aussi, de recherche sur du proprio, parce que les gens vont peut-être trouver leur maison par eux-mêmes sur du proprio. Alors, il faut se préparer maintenant pour pouvoir accompagner ces gens-là dans une transaction immobilière qui se réaliserait avec quelqu'un qui vend sa maison par lui-même, comme avec quelqu'un qui vendrait sa maison par l'entremise d'un courtier immobilier. Alors, ces questions-là sont vraiment importantes. Autre réponse que vous pourriez avoir, c'est ah, ça fait 3 mois qu'on cherche. Comment ça fait 3 mois que vous cherchez et que vous n'avez pas trouvé encore? Peut-être que dans le contexte actuel où le marché est en surchauffe, ça peut s'expliquer. Et en temps normal, ça fait 3 mois que vous n'avez pas trouvé encore. Peut-être que c'est des gens qui ont de la difficulté à se positionner par rapport à une propriété. Et puis, peut-être que ces gens-là vont vous faire perdre du temps un peu là, en cours de route. Peut-être que le projet n'est pas sérieux. Ça fait que quand ça fait plus d'un mois, 2 mois que les gens sont en recherche, il faut vraiment investiguer davantage, aller poser des questions plus profondes. Par exemple, combien de propriétés vous avez visitées? Si les gens disent ça fait 3 mois qu'on cherche, mais on n'a visité aucune propriété, ben, finalement, la recherche n'est peut-être pas extrêmement sérieuse, ce qui fait qu'on va prendre un peu plus de temps pour déterminer quels sont les critères obligatoires, puis peut-être les critères optionnels. Méthode de recherche utilisée. Prise de possession au plus tard, cette question-là est hyper importante parce que ça vous permet de déterminer l'urgence du projet. Si les gens vous disent ah, ben, il n'y a pas d'au plus tard. Là, si c'est juillet 2021, ça va. Si c'était juillet 2022, ça va aussi. Et là, on est avec des gens qui n'ont pas vraiment d'urgence. Et quand les gens ne sont pas pressés d'acheter, ces gens-là sont à la recherche d'un coup de cœur. Et puis, s'ils ne trouvent pas leur coup de cœur, ils ne procéderont pas à une transaction immobilière. Alors, il faut vraiment investiguer pour savoir quel serait le bien immobilier idéal. Il faut aussi savoir si on trouve votre bien immobilier, si on trouve votre coup de cœur dans les 3-4 prochains mois, ou dans les 3-4 prochaines semaines, est-ce que vous êtes prêt à passer une transaction immobilière? Il faut aussi savoir ça. Et c'est important, cette question-là est vraiment importante. Quand il n'y a pas d'urgence, ça devient difficile de réaliser une transaction immobilière, à moins qu'on réussisse à trouver le coup de cœur des gens. Maintenant, quand il y a une urgence, même s'il y a des petites choses parfois dans la propriété qui ne sont pas tout à fait au goût, certains acheteurs vont dire, bon, finalement, on va acheter pareil, bon, on reviendra par la suite, ou on arrangera ce qui ne fait pas notre affaire par la suite, parce qu'il y a une forme d'urgence. Les gens qui disent, nous, il faut se loger avant le 1er avril, on est en novembre, vous allez peut-être dire, il n'y a pas beaucoup d'urgence. Il y a urgence. Il y a urgence parce qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile de trouver une propriété. Alors, évidemment, puis eux autres vont faire une promesse d'achat conditionnelle à une prise de possession en avril. Alors, il y a urgence. Il faut commencer à faire de la recherche maintenant. Valeur de l'immeuble recherché, ça vous permet de poser la prochaine question. Et les gens vont vous donner, je ne sais pas, 250 000. Le 250 000, il est basé sur quoi? Est-ce qu'il est basé sur votre propre estimation ou si c'est parce qu'une institution financière vous a dit que c'était le maximum que vous pouviez aller? Alors, on a besoin d'avoir un peu d'informations. Puis, par la même occasion, la prochaine question va s'entamer. Est-ce que vous avez déjà en main une préautorisation bancaire? Vous ne travaillez pas avec un acheteur si vous n'avez pas de préautorisation bancaire. C'est très facile à expliquer. C'est que sans une préautorisation bancaire, c'est extrêmement difficile de négocier. Extrêmement difficile d'aller négocier puis de se positionner dans un dossier, principalement présentement. Il y a un courtier qui me disait avoir présenté une promesse d'achat sans avoir au préalable fait autoriser le client acheteur. La promesse d'achat n'a même pas été considérée. Alors, dans le marché qu'on vit à l'heure actuelle, il faut absolument que vos clients soient préautorisés au niveau financier, sinon
vous risquez de travailler dans le vide, vous risquez de faire des promesses d'achat qui ne seront même pas considérées. Mise de fonds disponible, c'est une question qui est importante dans le cas où il y a des immeubles à revenus. Si les gens veulent acheter un quadruplex ou un 6 logements ou un 2 logements ou un 3 logements, il faut être capable d'expliquer quelle est la mise de fonds minimale requise. Ça, c'est votre devoir de savoir ça. Là, quelle est la mise de fonds minimale requise? Et puis, avec ou sans assurance hypothécaire. Alors, si, même dans le cas d'une résidence première ou dans le cas, par exemple, de l'achat d'un condo, c'est le premier achat des gens, bien, ils vont peut-être vouloir travailler avec 5 de mise de fonds, c'est tout ce qu'ils ont disponible. Alors, vous allez avoir la chance d'expliquer comment ça fonctionne, l'assurance hypothécaire. Dans le cas présent, si le client dit « je vais acheter un condo de 250 000, j'ai 18 000 de mise de fonds que je vais me servir à partir de mes REER, donc je vais rapper et je vais avoir besoin d'une assurance hypothécaire. Avez-vous besoin de l'opinion d'autres personnes pour la prise de décision? » Cette question-là est aussi importante. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, vous allez faire des visites avec vos clients acheteurs. S'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans la décision finale, il faut que ces gens-là vous accompagnent ou accompagnent votre acheteur lors des visites. Sinon, vous allez voir arriver le deuxième acheteur ou cette personne-là qui est impliquée dans la décision, vous allez la voir arriver plus tard et ça ne sera pas nécessairement une force aidante. L'exemple que je peux vous donner, c'est le jeune couple que vous avez devant vous qui vous dit nous, on veut acheter un condo, par exemple. Maintenant, avant de prendre une décision finale, bien, on va en parler à nos parents parce que c'est eux autres qui vont probablement prêter ou donner ou peu importe, aider au niveau de la mise de fonds. Et c'est des jeunes acheteurs, alors c'est sûr que les parents vont être impliqués. Ça serait peut-être bon de prévoir, impliquer les parents aussi lors des visites. Parce que si le parent n'est pas impliqué lors de la première visite, son rôle à lui lors de la deuxième visite, c'est un rôle de conseiller. Et dans un rôle de conseiller, bien, on va essayer de trouver certains éléments qui nous paraissent comme étant peut-être un peu problématiques parce que c'est l'humain de le faire. On est appelé à aller visiter une propriété avec des acheteurs qui veulent avoir nos conseils. Alors, évidemment, on va jouer le rôle de conseiller, puis on va être un peu critique là, sur la propriété. Alors que si la personne est impliquée dans la première rencontre, la personne qui va aider à la prise de décision finale est impliquée dans la première rencontre, bien, elle va vivre au même diapason que les acheteurs, c'est-à-dire que ces gens-là vont rentrer dans une propriété, wow, ça a l'air super le fun. Puis, cette personne-là ne deviendra pas, là, ça va devenir une force aidante. Dans le cas contraire, si elle n'est pas présente lors de la première rencontre, bien, ça peut devenir un élément plus difficile à gérer en cours de route. Deux paragraphes, en fait, pas deux paragraphes, mais deux éléments importants ici. Je ne comprends pas pourquoi mon système se décale. Les éléments importants ici, c'est quels sont les critères obligatoires de la propriété que vous recherchez, quels sont les critères optionnels de la propriété que vous recherchez. Alors, les critères obligatoires, c'est, par exemple, le couple vous dit on veut acheter un condo avec 3 chambres, ou on veut acheter une résidence unifamiliale avec une chambre à l'étage, 2 chambres au sous-sol, parce qu'on veut que les enfants s'installent au sous-sol pour avoir la tranquillité à l'étage. D'autres vont vous dire l'inverse. On veut avoir une maison unifamiliale avec 3 chambres à l'étage parce qu'on veut que tout le monde dorme sur le même étage. Le sous-sol va servir à autre chose. Donc, il y a des critères qui sont obligatoires, il y a des critères qui sont optionnels. Par exemple, les gens vont vous dire, bien, ça serait idéal que le terrain soit clôturé. Ça serait idéal qu'il y ait déjà un garage ou un cabanon. Ça serait idéal que... Et lorsque ça devient idéal, c'est que c'est optionnel, ce n'est pas nécessairement un désir. Et si vous trouvez une propriété qui inclut l'ensemble des critères obligatoires, que vous êtes capable d'y associer certains critères optionnels, vous vous rapprochez beaucoup d'un coup de cœur. Vous savez, dans le processus d'achat, on dit que 85 de la décision d'achat est reliée à l'aspect émotif et non pas à l'aspect logique. Alors, et l'exemple de ça, c'est qu'on pourrait s'acheter une voiture à 15 000 $,
Mais non, on va acheter des voitures qui valent 45, 50 et plus, 50 000 et plus, parce qu'on vit de l'émotion par rapport au bien qu'on va acheter. Et c'est la même chose lorsque on achète une propriété. Alors, si on ne se sent pas bien dans la propriété, évidemment, ça peut faire avorter le projet d'achat. Maintenant, vous allez rencontrer des acheteurs qui vont arriver quelque part et vont dire « Wow, c'est exactement ce que je veux avoir. » Et là, ce qui presse à pas, ça presse. Ils ont trouvé le coup de cœur. Alors, ce qui presse à pas, là, ça presse. Ils veulent faire une offre d'achat immédiatement pour ne pas perdre la propriété et ainsi de suite. Surtout dans le contexte que vous vivez actuellement, où les gens ont l'impression qu'ils vont avoir de la difficulté à se trouver une propriété. Quand ils en trouvent une à leur goût, bien, ces gens-là sont prêts à faire les démarches nécessaires pour aller pour l'obtenir, cette propriété-là. Alors, à l'heure actuelle, vous profitez d'un contexte vraiment idéal, mais ça n'empêche pas le fait que vous devez connaître quels sont les critères obligatoires, quels sont les critères qui peuvent être optionnels. Le fait d'avoir un foyer au salon, par exemple, ou le fait d'avoir une salle de bain rénovée, une maison au goût du jour. Certains vont vous dire que c'est une question qui est vraiment importante. D'autres vont vous dire que ça n'a pas d'importance. Si ce n'est pas au goût du jour, le prix va être en conséquence, puis on va la rénover nous-mêmes. Certains vont vous dire, nous, on aimerait avoir une maison qui n'est pas tout à fait au goût du jour parce qu'on aimerait ça. On aimerait ça en faire une partie des rénovations. Alors, on a toutes sortes de clients, bien évidemment. C'est important, ces deux critères-là ici. OK, maintenant, on veut connaître l'expérience antérieure et les attentes de l'acheteur. Est-ce votre première expérience d'achat? Si la réponse est oui, ici, les autres questions ont moins d'importance. Mais sauf la question suivante a moins d'importance, l'autre question est importante. La réponse est oui. Ça ne sert à rien de demander par la suite, avez-vous déjà transigé par l'entremise d'un courtier immobilier? Et par contre, on va vouloir connaître quelles sont les attentes envers un courtier immobilier. Ce que je veux vous faire part ici, c'est que si c'est la première expérience d'achat, rappelez-vous que vous avez un rôle d'éducation. Vous avez un rôle, votre rôle premier, c'est d'expliquer à quoi ça sert un courtier immobilier, de mettre ça très clair avec les gens qui vivent leur première expérience d'achat. Si ce n'est pas la première expérience d'achat, la deuxième question devient véritablement importante. Avez-vous déjà transigé par l'entremise d'un courtier immobilier? Ça se pourrait que ce ne soit pas la première expérience d'achat, mais qu'ils aient acheté aussi par eux-mêmes dans le passé. Alors, s'ils ont déjà acheté qu'un courtier immobilier, bien, vous voulez savoir comment ça s'est passé, puis comment ça se fait que le courtier, c'est pas lui qui les accompagne dans leur autre projet d'achat. Alors là, cette question-là, vous savez, comme chacune des questions, vous pouvez avoir des sous-questions qui viennent en rapport avec ça. Mais vous allez connaître, avec ces deux questions-là, vous allez connaître un peu la perception que votre client acheteur a de l'industrie du courtage immobilier et vous allez connaître aussi la perception qu'il a par rapport à vos services. Éventuellement, ça va se préciser encore plus, vous allez voir. Maintenant, ici, on dit quelles sont vos attentes envers un courtier immobilier dans le processus d'achat de votre propriété. Et une fois que vous avez posé cette question, j'aurais le goût de prendre une expression que Huard disait dans une de ses visions. C'est pas le temps de parler. Mais je ne prendrai pas son expression à lui, mais je vais vous dire, c'est pas le temps de parler. Quand vous avez posé cette question-là, il faut que le client vous réponde. Si le client ne sait pas quoi vous répondre, c'est qu'il ne connaît pas vos services du tout. Alors là, votre travail d'éducation, de formation, d'explication de vos services devient encore plus important. Par contre, il y a des clients qui vont vous dire, bien, moi, je veux m'assurer d'acheter une bonne propriété, de la payer au bon prix. Je veux que les papiers soient bien remplis. Je ne veux pas faire d'erreur là-dedans. Je veux qu'on me sécurise dans le processus. Ce genre de réponse-là vient vous dire que vos services deviennent véritablement importants parce que les autres ont des attentes envers un courtier immobilier. Les gens qui sont plus à travailler en profondeur au niveau de l'information des services de courtage immobilier, c'est des gens qui n'ont pas d'attente. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Alors, avoir des courtiers qui vont dire, ben, pas vraiment d'attente. Là, je veux acheter une propriété, puis je veux que tu m'aides à l'acheter. C'est pas clair dans les esprits, qu'est-ce que vous allez faire comme travail. Alors, ces gens-là vont avoir besoin de se faire expliquer là, en détail quel est votre travail, quel est votre service. Parce que vous n'aurez pas de contrat de courtage d'achat avec quelqu'un qui ne sait pas à quoi vous servez. Rappelez-vous de ça, ça n'arrivera jamais.
Il n'y a personne qui va s'engager à vous payer des milliers de dollars sans trop savoir ce que vous allez faire pour eux autres. Alors voilà. Ici, on a un engagement de l'acheteur. Ça, c'est à mettre en parenthèse. C'est simplement dans le cas où votre acheteur n'a pas eu d'autorisation encore de son institution financière. Alors, dans ce cas-là, vous allez vous arrêter ici avant de faire une offre de service, puis avant d'expliquer l'ensemble des choses, puis vos honoraires, puis tout le kit. L'idéal, c'est de dire, maintenant, j'ai vos informations. Alors, je vais faire un peu de recherche. En attendant, j'aimerais que vous remplissiez les engagements suivants. D'une part, j'aimerais que vous m'informiez si vous avez des changements dans vos plans. Si vous décidez d'acheter un jumelé au lieu d'acheter un condo, j'aimerais le savoir. J'aimerais que vous m'avisiez si vous désirez voir une maison. Vous trouvez une maison, elle est inscrite par un autre courtier, par une autre agence, vous m'appelez moi en premier. Et là, vous avez une belle chance d'expliquer pourquoi il doit vous appeler en premier. Parce que s'il appelle l'autre courtier ou le courtier qui est sur la pancarte en avant de la propriété, et à ce moment-là, ça pourrait vouloir dire que vous n'auriez pas accès à la rétribution qui est prévue pour la collaboration. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires par rapport à ça, c'est sûr que vos directeurs peuvent vous en donner, mais la cause efficiente de la vente, c'est un élément qui revient souvent dans le partage de la rétribution. Ici, il faut que le client vous appelle vous, et c'est vous qui devez appeler le courtier pour aller chercher l'information. Même chose s'il désire voir une maison qui est mise en vente sans intermédiaire. C'est sûr que dans le cas présent, si la maison est en vente sur du proprio, bien, il faut qu'il vous avise en premier, pas pour les mêmes raisons, mais c'est vous qui devez faire les premières démarches. Parce que si vous essayez de vous impliquer dans un processus d'achat lorsque le processus est déjà entamé, bien, vous êtes quelqu'un qui arrive de l'extérieur et vous n'êtes pas très bien perçu. Vous êtes un outsider qui n'est pas vraiment bien perçu. Alors, c'est important d'être là dès le début. S'ils trouvent une maison sur du proprio qui les intéresse, c'est à vous à appeler la personne sur du proprio pour lui dire « J'ai peut-être un acheteur pour vous. Est-ce que vous me permettez de visiter votre propriété? » Puis, le dernier point, c'est de rencontrer les directeurs de développement hypothécaire pour l'obtention de votre autorisation. Vous pouvez faire signer le client comme vous pouvez ne pas le faire signer, dépendamment de ce que vous en pensez. Maintenant, pour commencer la recherche, si le client n'est pas prêt à s'engager à ces 4 points-là, il n'y a rien de vraiment dramatique là-dedans. Là. Il vous informe s'il y a des changements dans ses plans, s'il veut voir une propriété qui est mise en vente par un autre courtier ou directement par le propriétaire, puis s'engage à rencontrer des marcheurs hypothécaires pour aller chercher sa préautorisation bancaire. Il n'y a pas rien de compliqué là-dedans. Mais s'il signe, il va le faire. S'il ne signe pas, vous savez, c'est déjà un engagement, si le client est précis. Par contre, si c'est pas, on ne pourrait pas aller en cours avec ça, ce n'est pas un contrat légal. C'est un engagement, mais il n'y a pas de pénalité rattachée à ça, il n'y a rien. C'est comme un engagement moral. Quand même, vous avez réussi à faire signer l'acheteur. Bon, mon document se décale, là, je vais essayer de trouver le problème éventuellement, puis je vais essayer de faire en sorte que vous ayez un document qui fonctionne bien. Logiquement, il fonctionnait bien avant. Maintenant que vous avez déterminé quelles étaient les attentes de l'acheteur, quelles étaient ses conditions, les critères optionnels, les critères obligatoires, l'urgence. Vous avez déterminé tout ce que vous aviez besoin de savoir sur la propriété, le secteur, le montant d'investissement, le nombre de chambres et tout ça. C'est déjà là. Donc, votre prochain travail à vous, c'est de dire, supposons que le client a déjà sa préautorisation bancaire en main. S'il ne l'a pas, vous vous arrêtez ici. Et s'il l'avait, s'il avait déjà en main son autorisation, excusez-moi, je vais reculer, bancaire, vous pourriez dire ceci. Maintenant, voici ce que je peux faire pour vous. L'achat d'une propriété se réalise en plusieurs étapes. On va parler de 5 étapes, 6 dans le cas présent, là, mais premièrement, il y a la recherche. Deuxièmement, il y a tout l'aspect du financement. Il y a tout ce qui a rapport à l'offre d'achat. Il faut la monter, la présenter, la négocier. Donc, le montage de l'offre d'achat, la présentation, la négociation de l'offre d'achat, le relevé des conditions incluses dans la promesse d'achat et les suivis nécessaires, bien sûr. Puis par la suite, il y a le notariat. Pour chacune des étapes, vous devez
vraiment présenter quelle est votre valeur ajoutée. Vous pourriez dire à un client, je vais vous aider dans la recherche de la propriété. Peut-être que le client va dire, je n'ai pas besoin de votre aide pour rechercher la propriété. Dans sa tête, il va peut-être se le dire, peut-être qu'il ne vous le dira pas à vous, mais il en fait déjà de la recherche. Il est à l'aise sur Internet, c'est là qu'il fait sa recherche. Alors, c'est quoi votre valeur ajoutée dans la recherche? On va l'expliquer de cette façon-là. Je vais vous aider dans la recherche de votre propriété selon vos critères. On a accès à des propriétés qui sont non listées, en ce sens que si je trouve une propriété qui pourrait faire l'affaire, mais qui n'est pas sur le marché à l'heure actuelle, bien, avec une entente de travail, je peux approcher le propriétaire en disant j'ai peut-être un acheteur intéressé pour sa propriété. Puis de temps en temps, il y a des propriétés sur lesquelles on est avisé avant qu'elles soient déjà sur le marché. On est avisé qu'il y a des propriétés qui arrivent là, sur le marché. Alors, on a accès à des propriétés qui ne sont pas nécessairement encore listées. Il y a de la planification des visites selon vos disponibilités, bien entendu. Alors, ça, c'est ce que moi je fais. C'est moi qui planifie les visites. Puis je vous accompagne parce que je suis capable de vous accompagner avec un regard critique. Le regard critique fait en sorte que je suis capable de prendre des notes, là, des points qu'on pourrait inclure dans la négociation de l'offre d'achat éventuellement. Alors, ce n'est plus juste la recherche, c'est la recherche, l'accompagnement, la planification des visites, l'accompagnement avec un regard critique parce qu'on en visite à l'année des propriétés. Alors, on a développé le réflexe de prendre en note là, ce qu'on pourrait reprendre là, dans une promesse d'achat pour venir justifier une négociation dans le prix. Au niveau du financement, vous dites, je référence à 2 ou 3 directeurs de développement hypothécaire. Les avantages sont que les directeurs de développement hypothécaire sont dédiés au financement hypothécaire, ils font juste de ça. Ils vont vous offrir un service personnalisé, ils viennent chez vous, ils ont accès à des solutions de financement qui sont personnalisées, que vous n'aurez pas nécessairement, auxquelles vous n'aurez pas nécessairement toujours accès quand vous allez directement à votre institution financière. Alors, c'est important de travailler avec des gens, et là, vous devriez avoir 2 ou 3 directeurs de développement hypothécaire que vous pourriez référer, des gens qui travaillent en collaboration avec vous et puis qui travaillent vraiment pour vous. Ces gens-là sont payés à rétribution aussi, sont payés à commission. Alors, habituellement, ils font un bon travail. Puis c'est important d'avoir un partnership, ou avoir une entente avec quelqu'un de solide au niveau du financement, quelqu'un qui est capable de trouver des solutions à vos clients. Là. Pas juste analyser d'une façon statique le dossier. Là. Il est capable de faire de la recherche et de mettre des stratégies en place. Là. Je vais vous laisser avec ce point-là. Évidemment, là, vous allez pouvoir en parler avec votre directeur pour savoir quels seraient les gens qui seraient les mieux placés pour vous accompagner là-dedans. Étape 3, il y a tout le montage de l'offre d'achat, donc la recherche d'historique de la propriété, l'analyse de la déclaration du vendeur, l'établissement de la juste valeur marchande de la propriété. Juste ces 3 points-là, là, il n'y a pas un acheteur qui achète par lui-même qui va faire ça. Pas un. Juste ça, ça a une valeur ajoutée. Demande d'infos auprès du vendeur ou du courtier pour connaître l'urgence du projet de vente. Pourquoi je veux savoir l'urgence du projet de vente? Parce que s'il y a urgence à vendre, ben c'est peut-être que le prix va peut-être être plus négociable. Ou les conditions vont peut-être être plus faciles à placer dans la promesse d'achat. Alors, je vais préparer une promesse d'achat incluant toutes les clauses nécessaires à votre protection. Ça, c'est dans le montage. L'analyse du prix à proposer en fonction des notes prises lors de la visite et de l'évaluation de la juste valeur marchande. Alors, on va s'entendre, vous et moi, comme acheteurs, quel prix qu'on propose cette propriété-là. Puis, je vais aussi monter l'argumentaire. L'argumentaire qui va me servir à présenter l'offre d'achat. Parce que quand on présente une offre d'achat, surtout lorsqu'on négocie le prix et qu'on a des conditions à l'intérieur de l'offre d'achat, il faut avoir un argumentaire. Il faut être capable de défendre notre dossier. Et puis, c'est ce que je vais faire. Je vais monter l'argumentaire. Par la suite, il y a la présentation et la négociation de l'offre d'achat. C'est peut-être un des éléments les plus importants. Parce que vous, quand vous présentez une promesse d'achat, il y a 3 choses qui peuvent se produire. Le client accepte, le client refuse ou le client revient en contre-offre. Vous ne pouvez pas ajuster le prix sur place parce que votre client n'est pas avec vous. Et puis, alors que le client, s'il y va lui-même, ça se peut bien que juste là, il soit prêt à payer 10 000 de plus parce que c'est son coup de cœur et il ne veut pas perdre la propriété. Par contre, vous ne pouvez pas le faire, le 10 000 de plus. Même si vous savez que le client est prêt à y aller, vous ne pouvez pas véritablement, vous ne pouvez pas du tout là, parler d'un prix supplémentaire à l'offre d'achat qui est présenté. Alors, vous êtes bien placé pour négocier parce que
Vous êtes l'intermédiaire, évidemment. Alors, vous allez présenter l'offre d'achat et l'argumentaire au propriétaire vendeur ou au courtier du propriétaire vendeur, en fait, et ou. Par la suite, vous allez faire les suivis de la promesse d'achat. Alors, si la promesse d'achat est acceptée, il y a le suivi des conditions dans la promesse d'achat et des échéances. Si la promesse d'achat est refusée, la révision d'intérêt pour cette propriété et rédaction d'une nouvelle promesse d'achat ou la recherche d'une nouvelle propriété. Si le vendeur revient en contre-proposition, il y a l'analyse de la situation, il y aura une prise de position à prendre, puis on devra répondre à la contre-proposition. Par la suite, il y a le relevé des conditions incluses dans la promesse d'achat, à l'intérieur des délais, bien entendu. L'accompagnement lors de l'inspection de la propriété, peut-être qu'à l'heure actuelle, c'est plus difficile. Je pense que même on n'a pas le droit, là, dans certaines régions, d'être plus qu'une personne en même temps, là, de l'extérieur, dans un bâtiment. En temps normal, on vous suggère d'accompagner l'inspecteur lors de l'inspection. Et puis, par la suite, d'analyser avec le client acheteur le rapport d'inspection, peut-être pour dédramatiser la situation. Si le rapport contient des éléments négatifs, non inclus dans la rédaction, en déclaration du vendeur, il y a peut-être une renégociation de la promesse d'achat ou le retrait de la promesse d'achat. Alors, le client acheteur va se rendre compte que vous êtes utile à quelque chose dans un processus d'achat. Le notariat, vous allez l'accompagner chez le notaire pour valider que l'acte notarié est conforme aux négociations réalisées dans la promesse d'achat. Concernant les honoraires, dans le cas d'un vendeur qui vend par l'intermédiaire d'un courtier immobilier ayant inscrit la propriété au service interagence, la rétribution est incluse dans le prix de vente. Vous n'avez rien à me payer, c'est 80 du marché. Dans le cas d'un vendeur qui transigerait sans l'entremise, sans intermédiaire, sans passer par un courtier immobilier, bien, on propose un taux de 2,5 de rétribution. Puis le montant pourra être ajouté à la promesse d'achat. Et là, vous verrez comment le décrire à votre client. Ensuite, on arrive avec un petit plan d'action. Et voilà, là, vous avez un client qui est engagé. Si le client est d'accord avec ces conditions-ci au niveau des honoraires, bien d'accord avec ça, vous sortez votre contrat de courtage achat, puis vous le remplissez. Vous ne lui demandez pas s'il veut remplir un contrat de courtage achat. Il vient de vous dire qu'il est d'accord avec ça, il a besoin de vos services. Alors, vous sortez le contrat de courtage achat et vous dites, on va mettre maintenant sur papier ce qu'on vient de décrire ici, de manière à me permettre de pouvoir commencer le travail de façon efficace. Entre autres, si vous voulez aller voir des propriétés qui sont mises en vente directement par le propriétaire, ou si vous voulez aller voir des propriétés qui ne sont même pas sur le marché, vous avez besoin d'avoir une entente de travail, vous avez besoin d'avoir un contrat de travail. Alors, il n'y a aucune logique à travailler avec un acheteur sur la gueule. Travailler, là, quand l'acheteur ne veut pas signer, ne veut pas s'engager, il y a quelque chose qui cloche à quelque part. Et là, peut-être que vous allez travailler dans le vide. Alors que si l'acheteur est prêt à s'engager, bien évidemment, vous avez quelqu'un de sérieux, puis vous vous dirigez vers une transaction immobilière. C'est des gens qui ont des contrats là, signés. Rappelez tout à l'heure, on disait que ça prend 5 personnes au 15 décembre, là, des gens avec des ententes signées avec vous. Si n'y a pas d'entente signée, on ne le considérera pas. Ça ne veut pas dire que vous ne l'accompagnerez pas dans une transaction immobilière jusqu'au bout. Mais si on veut être certain de faire un chiffre d'affaires, il faut avoir des ententes signées. De toute façon, vous êtes en affaires. Vous ne vendriez pas une maison à vendre sur la gueule. Vous allez avoir un contrat de courtage-vente. C'est très clair. Alors, ça arrive de temps à autre. Il y a des courtiers, surtout dans le commercial, là, qui ont des mandats de poche. Ils appellent ça un mandat de poche là, parce qu'ils ne sont pas capables de faire signer un contrat de vente là, au propriétaire de la bâtisse. Alors, ils vont prendre des mandats de poche qu'ils vont présenter. Mais dans votre cas, à vous, vous êtes avec des clients acheteurs. Ici, présentement, c'est des clients acheteurs. Faites l'effort de faire le travail correctement. Faites l'effort de rencontrer ces gens-là. Demandez-les à la rencontre. Le taux de mortalité est très faible. Demandez une rencontre avec vos acheteurs. Venez vous asseoir avec moi, on va discuter de votre projet immobilier. Ou, je vous propose une rencontre virtuelle, je vais vous envoyer une invitation. On va discuter ensemble de votre projet immobilier. J'ai besoin de connaître quel est votre projet là, de manière à mieux travailler. Vous êtes capable de présenter le même document. Comme je vous l'ai présenté ce matin, vous pourriez présenter ce document-là sur Zoom également. Prenez l'habitude de prendre le temps de bien remplir les informations qui sont demandées dans le document. Vous allez être gagnant à tout.
Il n'y a pas de risque à demander de l'information. Puis, si vous le faites correctement, vous allez voir vous-même les avantages qui sont reliés à ça. Bon, je pense que je vais replacer mon document comme ça. Yips. Voilà. Alors, il y a 3 sections. Il y a l'ouverture de la discussion, alors où vous allez présenter quels sont les objectifs de la rencontre. Il y en a 2, savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent, puis déterminer le rôle du courtier immobilier dans un processus d'achat. C'est les 2 objectifs de la rencontre. Par la suite, il y a un questionnaire statique. On a quelques informations sur les personnes si vous ne les connaissez pas. Si vous les connaissez, c'est peut-être moins important. Les caractéristiques de la propriété recherchée, ça, c'est vraiment important. Très important même. Et puis, critères obligatoires, critères optionnels. Une fois que vous avez ça en main, vous savez le type de propriété, dans quel coin, à quel prix ils cherchent, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver dans la propriété, puis qu'est-ce qu'il faut qu'ils trouvent dans la propriété. Vous avez ça ici dans cette page-là. Vous en avez assez pour commencer la recherche. Par la suite, vous voulez connaître les expériences et les attentes de l'acheteur envers un courtier immobilier. Alors, si c'est la première expérience, vous avez un travail d'information. Vous devez éduquer les gens, vous devez leur expliquer comment vous travaillez. Comment vous allez le faire? Vous allez le faire par l'entremise de ce document-ci qui est en 4e page, je crois. Là. Voici ce que je peux faire pour vous. Vous allez leur expliquer ici ce que vous pouvez faire pour vous. Surtout s'ils n'ont pas d'attente. S'ils ont des attentes, c'est sûr que les attentes vont se rencontrer ici dans ce que vous allez expliquer dans les points qui sont ici. Dans le même document, vous avez la qualification de votre client acheteur, ce qu'il recherche, ce qui s'attend de l'industrie du courtage immobilier. Puis, vous avez également votre offre de service. Alors, l'offre de service, elle est déjà incluse. Vous pouvez vous diriger vers la fin en disant, voici maintenant, lorsque vous avez expliqué, voici maintenant comment ça fonctionne au niveau des honoraires. Vous pourrez développer un peu plus sur, on l'ajoute à la promesse d'achat. Le client va sûrement vous poser des questions. Puis, une fois que vous avez expliqué ça, la question à poser, c'est est-ce que ça vous convient? Si ça ne convient pas, bien à ce moment-là, il faut revenir en arrière et poser des questions. Là, vous allez avoir un atelier sur les réponses aux questions et aux objections, là, mais à partir du moment où vous avez rempli ça, vous avez du travail de fait. Là, puis le client vous a expliqué là, en détail là, ce qu'il cherchait, ce qu'il s'attendait d'un courtier immobilier. Il vient de vous dire qu'il y a des attentes envers le courtier immobilier. Ou il vous a peut-être dit qu'il y avait pas il vous a peut-être pas dit qu'il y avait des attentes, mais en décrivant votre offre de service, peut-être que lui, il a dit ouais, c'est vrai, moi, je suis pas en mesure de faire ça, ce travail-là. Vous savez, faire une visite avec un regard critique, m'occuper du financement, le montage de l'offre d'achat, la présentation de la négociation. J'ai un avantage de prendre un courtier immobilier. Alors, c'est normal qu'il y ait des honoraires attachés à ça. Puis s'il est d'accord avec les honoraires, bien, vous avez un client qui va aussi un contrat de courtage achat. OK, je veux maintenant retourner sur la plateforme, vous montrer à quel endroit vous allez prendre ce document. Vous allez vous rendre, logiquement, vous devriez voir la plateforme actuellement. Alors, vous allez pouvoir vous rendre dans le drive de l'entreprise, dans Académie. Vous allez dans le disque de l'entreprise, excusez-moi, dans le drive de l'entreprise. Vous allez dans Académie. Votre programme, c'est le programme Mise en action. Et vous avez le processus, la structure d'affaires et qualification du client acheteur, c'est le 3e atelier aujourd'hui. À l'intérieur de ça, vous avez la qualification acheteur. Si vous cliquez sur le document, vous allez le voir à l'écran. Ça prend un peu de temps pour que la conversion se fasse. Voilà. Maintenant, ce que vous devez faire plutôt, c'est le télécharger puis le mettre à votre main. C'est un document Word. C'est facile de l'adapter à votre situation, venir changer le nom, peut-être y ajouter votre photo et tout ça. Si vous avez besoin d'aide, faites-moi le savoir. Ça me fait plaisir de vous donner un coup de main. Je vais terminer en retournant dans le CRM pour vous expliquer un peu. Je vais aller chercher ma structure à moi. Là.
Je vais chercher. Non, ça n'a pas marché. Bougez pas. Je vais chercher une structure. Je ne vais pas travailler sur votre structure à vous. Voilà. Alors, moi, j'ai 2 clients, Monique Lafont puis Morissette. Ça, c'est un couple. Alors, quand je parle d'avoir des gens au stade identifié, là, sont à la première case ici. Ça en prend 25 à la première case. Après ça, dans les cases suivantes, jusqu'à l'avant-avant-dernière, ça, c'est les contacts qui sont en développement. Ceux qui ne sont pas dans la première case font partie de vos 12. On devrait en avoir 12 qui ne sont pas dans la première case, dans l'onglet prospect. Maintenant, si Monique Lafont, moi, je travaille avec elle, j'avance tranquillement dans le processus, puis elle me dit, hey, Gérard, viens donc me rencontrer. On va discuter de ça. J'ai un rendez-vous. Ou si c'est moi qui ai demandé le rendez-vous, ben, j'ai un rendez-vous. Alors, ce que je vais faire, c'est comme j'ai un rendez-vous, parce que je vais reculer en arrière un peu, l'onglet prospect sert à inscrire les gens avec qui vous n'avez pas encore eu de rendez-vous. En fait, on inscrit tous les gens dans l'onglet prospect. Et lorsque les gens nous proposent un rendez-vous, ou lorsqu'ils nous demandent un rendez-vous, ou lorsqu'on réussit à avoir un rendez-vous avec eux, bien, on vient finaliser le parcours prospect parce que là, on a eu un rendez-vous. Et on va générer avec ces gens-là une transaction plus un contact. On veut générer un contact aussi, pas juste une transaction, on va générer le contact aussi. Alors, on clique sur client. Et là, il nous demande, oups, client retiré. Je vais générer je vais reculer un peu là. Je vais générer une transaction et un contact. Là, je vais cliquer ici, puis il me demande est-ce que tu veux l'amener dans un client acheteur ou un client vendeur. Alors, vous avez la possibilité de choisir le pipeline que vous voulez. Là, vous allez pouvoir enregistrer. Et puis, le client va se diriger automatiquement vers l'onglet Transactions. Alors, si je reviens en arrière, je ferme avant de fermer, là, on voit que le client est rendu dans l'onglet Transactions. Les étapes une fois qu'il est rendu dans le pipeline acheteur, dans l'onglet Transactions, c'est la qualification. J'ai présenté mon offre de service. J'ai peut-être une entente morale conclue, dans le sens que le client va aller à son institution financière chercher une priorisation. Donc, en attendant, j'ai une entente morale, mais je me dirige vers un contrat de courtage achat qui va être conclu. Une fois que c'est conclu, vous êtes en processus de transaction avant d'aller chez le notaire, puis de fermer la transaction pour l'ajouter à votre revenu. Alors, on voit là, la transaction, on y reviendra. Ce que je veux vous montrer, c'est que quand je fermerai ici l'onglet prospect, Monique Lafont n'est plus là. Monique Lafont, je vais la retrouver dans l'onglet transactions. Je vais aller chercher encore une fois. Moi qui sois responsable. Je cherche client acheteur. Je recherche encore. Et je vais retrouver ici Monique Lafont. Je ne l'ai pas, je ne suis pas dans le bon. C'est parce que j'ai deux noms là, qui, quand je fais de la recherche. Ça, voilà, on va y arriver. Alors, on retrouve Monique Lafont ici. Elle est rendue dans l'onglet transaction et là, je vais la faire progresser. Là, ici, là, une fois que c'est rendu dans l'onglet transaction, c'est vraiment là qu'on voit votre structure d'affaires. C'est ici que j'ai besoin de trouver 5 clients au minimum. 5 clients, soit dans le pipeline acheteur ou soit dans le pipeline vendeur, ou ça peut être un mélange des deux. Je pourrais avoir 3 acheteurs, 2 vendeurs, ou l'inverse, 3 vendeurs, 2 acheteurs. Mais j'ai besoin d'avoir 5 clients dans cet onglet-là. Des gens avec qui vous avez une entente de travail signée. Donc, contrat de courtage conclu, soit rendu au moins à ce stade-là pour que ça soit considéré. Dans le pipeline vendeur, je n'en ai pas. Mais si j'en avais, bien, les étapes seraient les mêmes. Ce qui est important de bien saisir aujourd'hui, c'est qu'on entre tout le monde par l'onglet prospect. On ajoute tous nos gens par l'onglet prospect. Mais si c'est quelqu'un qui vous appelle, il dit hey, viens donc me voir, je veux m'acheter une propriété. Tout le processus prospect est déjà complété parce qu'il vous donne un rendez-vous.
vous l'entrez quand même dans le prospect, puis vous le faites progresser jusqu'au bout. Vous générez une transaction puis un contact, vous l'envoyez dans le bon pipeline, puis à ce moment-là, vous avez quelqu'un qui est rendu en transaction. Donc, pourquoi en transaction? Parce qu'il y a une possibilité de transaction. C'est pour ça qu'au premier stade, votre client va entrer dans la qualification. Quand la qualification est faite, vous allez présenter votre offre de service. Vous allez présenter votre offre de service. Est-ce que vous avez une entente morale ou si vous avez un contrat de courtage conclu? Ça se pourrait que le client aussi dise « je ne suis pas intéressé et je ne veux pas signer de contrat ». S'il ne veut pas signer de contrat, vous allez peut-être vouloir l'accompagner quand même, mais là, à ce moment-là, vous allez avoir un client qui va être à ce stade-ci. Vous avez présenté votre offre de service, mais vous n'avez pas réussi à signer un contrat. Celui-là, on ne le comptera pas dans la structure. Ce qu'on veut compter dans la structure, c'est ceux avec qui vous avez une entente de travail. J'espère que l'atelier de ce matin vous a permis d'avoir une meilleure structure, une meilleure organisation pour accéder à la première rencontre avec des clients. Donnez-moi un instant. Donc, comme je disais, j'espère que la rencontre vous a permis de bien structurer votre première rencontre avec les clients acheteurs. Ça va vous faciliter la tâche pour aller chercher les contrats de courtage achat dont vous avez besoin. Puis, si vous avez besoin d'informations, savoir comment monter le document ou comment l'utiliser, ou s'il y a des événements qui vous arrivent par rapport à l'utilisation de ce document-là, bien, vous pouvez venir les partager dans le flux d'activité. Vous pouvez m'appeler pour en discuter, pour m'envoyer un email ou un message qui va me permettre de pouvoir venir répondre là, à vos questions. Et puis, ça va me faire plaisir de vous accompagner vers la signature de contrat de courtage achat. Alors, est-ce que vous avez des questions? J'ai dépassé un peu mon temps là, de 2 minutes. Je suis désolé, on est allé vite. Si vous n'avez pas de questions, bien, je vais vous souhaiter une belle semaine. Les objectifs de performance cette semaine, bien, c'est de faire avancer vos prospects que vous avez déjà utilisés, que vous avez déjà entrés dans la plateforme. Vous devriez avoir à l'heure actuelle au minimum 25 acheteurs de première résidence ou acheteurs déjà propriétaires au stade identifié. Vous devriez avoir ouvert des discussions avec certaines de ces personnes-là. Si c'est fait, bravo, super, on est en bonne direction. Si vous ne l'avez pas fait, bien, peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait se parler là, pour savoir où vous en êtes rendu, de manière à ce que je puisse vous donner un coup de main pour débloquer la situation. Sinon, bien, salut tout le monde, je vous souhaite une belle semaine, on se parle très prochainement. Bye!